Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Autour de la table, aujourd'hui, sont assis les membres du jury du prix Ado, organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire les 5 romans de la sélection entre janvier et mai, et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet qui intervient dans le cadre du Labo des Histoires. Ils échangent ensuite leurs avis et sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Le garçon qui courait de François-Guillaume Laurin, I Invade You de Sarah Turoche-Droméry et Niels Barrellon, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Dolle et Sirius de Stéphane Servan. Pas moins de 1570 pages qu'ont dévoré les membres du jury. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 12 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Marie Pavlenko intitulé Je suis ton soleil, lauréat du prix Ado 2018. Grâce à Radio Gemozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec François-Guillaume Laurin, l'auteur du roman intitulé Le garçon qui courait, publié aux éditions Sarbacane. Ce roman raconte l'histoire d'une vie, celle de Song Ki-chong. En 1919, la Corée est sous domination japonaise. Après que son frère aîné ait commis un acte de résistance à l'école qui lui vaudra la déportation, Ki-chong échappe à la police en sprintant. Il met ses talents sportifs au service de son père, marchand de 4 saisons, en courant chaque matin avant l'école jusqu'à la frontière chinoise pour acheter des melons et des pastèques très prisés des Japonais. Un professeur qui a remarqué son agilité devient son entraîneur et lui parle des Jeux olympiques qui auront lieu à Berlin. S'il gagne le marathon, il pourra faire connaître son pays. Mais peut-il accepter de participer à la compétition sous un nom japonais et avec un dossard aux couleurs de l'envahisseur? Et s'il gagnait, quel serait son sort et celui de sa famille? Ce roman nous raconte l'incroyable histoire vraie d'un athlète hors du commun qui s'est battu durant toute sa vie pour faire reconnaître son pays, la Corée. Une grande réussite où l'auteur a su mêler, sans jamais s'essouffler, l'histoire, le sport et la politique. Bonjour. Bonjour, donc je suis Nathalie, je co-anime le prix Ado et c'est moi que vous avez eu par mail. Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour Nathalie. Donc un grand merci à vous d'être avec nous cet après-midi pour répondre aux questions avec les jeunes qui sont autour de la table et on en a une autre partie derrière la vitre là parce qu'ils sont assez nombreux en fait. Alors, donc nous allons parler cet après-midi de votre livre qui nous a vraiment captivés et qui nous a permis de découvrir l'histoire vraie donc, de Ki-chong et de son pays, la Corée. Donc nous allons commencer par faire un petit tour de table. Les jeunes vont se présenter eux-mêmes, d'ailleurs ils vont donner leur nom et leur âge. Eline, 14 ans. Maë, 13 ans. Pia, 14 ans. Mallory, 15 ans. Inès, 12 ans. Donc on va pouvoir attaquer les bonjour questions. à vous 5. Alors c'est un effort d'imagination. J'essaie d'imaginer les visages à partir des voix. On vous enverra des photos si vous voulez. D'accord. Alors la première question, Eline. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours? Alors je suis journaliste au magazine Le Point depuis bientôt 20 ans. Je me suis occupé longtemps de la chronique cinéma et depuis 7-8 ans je m'occupe des pages histoire et géopolitique. Et puis ça fait plus longtemps que 20 ans, ça fait à peu près 25 ans que j'écris des livres. J'ai donc commencé assez jeune, vers 23 ans. Plutôt des romans d'abord, et puis ensuite j'ai mélangé les genres depuis 10 ans. C'est-à-dire que soit des livres d'enquête, d'histoire. Je travaille beaucoup sur la mémoire des lieux. Donc je fais une enquête, je fais de l'histoire de terrain, je me balade en France dans des endroits où l'histoire s'est invitée.
pour raconter ce qui s'y passe depuis, le lien entre hier et aujourd'hui. J'ai pu faire aussi des livres sur le sport, avant Son Ki-shung, déjà aussi, des romans sur le football. Et puis des romans plus personnels, des enquêtes un peu sur ma famille. Voilà, un peu interroger le roman familial, comme on dit. Et puis j'ai pu faire aussi des livres sur le cinéma, comme je me suis longtemps occupé du cinéma, comme je le disais. Donc, par exemple, j'avais fait toute une enquête pour retrouver les enfants qui ont marqué le cinéma français depuis 50, 60 ans, les grands films sur l'enfance. Donc je suis allé retrouver les jeunes acteurs qui avaient vieilli pour raconter leur vie. Voilà, c'est un peu j'ai des intérêts assez divers et variés. Comment avez-vous découvert l'histoire de Son Ki-shung et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un roman sur cet athlète et sur son destin exceptionnel? Alors, j'ai découvert Son Ki-shung grâce à une image. L'image où il est sur le podium. Donc, il vient de gagner la course du marathon à Berlin en 36 lors des Jeux Olympiques. Et j'ai tout de suite été intrigué par cette photo qui ressemble à aucune autre, puisque pour une fois, le vainqueur est triste. Pour une fois, le vainqueur n'a visiblement pas envie d'avoir gagné. Il cache son maillot, qui n'est pas le maillot de son pays, qui est le maillot du Japon, du pays qui a annexé le sien, la Corée. Il baisse la tête, enfin il fait la tête. Après, j'ai compris que finalement c'était finalement le premier acte de protestation, une protestation un peu silencieuse, discrète, mais d'un athlète. Voilà. Il y a pu y en avoir plus tard dans l'histoire du sport. Et donc cette photo, je ne l'ai pas comprise à premier abord, à première vue. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? D'où vient-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout de suite, elle a suscité des questions en moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais enfin, quand même, il sait il court pour le pays ennemi, puisqu'il a le maillot japonais sur le dos. Donc il sait que s'il gagne, il va gagner pour l'ennemi. Donc tout de suite, je me suis posé des questions. D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quel a été son parcours? Et bien sûr, ça m'a renvoyé à un pays que je ne connaissais pas bien, dont je connaissais pas bien l'histoire, qui était la Corée, au début du siècle, il y a bientôt, un siècle. Et imaginer reconstituer ce parcours d'un petit garçon coréen jusqu'à le moment où il arrive en pleine lumière, Berlin, sur le podium. Voilà, au départ, c'était ce défi, c'était cette énigme du vainqueur malheureux. Visiblement, un sportif qui avait un cas de conscience, comme on dit, qui avait un dilemme. Comme en tragédie, il y a les dilemmes. Donc, il gagne pour l'ennemi, il gagne pour son pays. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est partagé. Voilà. Donc, tout ça m'a donné envie de creuser. Votre roman est très instructif sur le plan historique. Comment vous êtes-vous documenté et avez-vous fait des démarches auprès de la famille de Son Ki-shung? Alors, je commence par la dernière question. Non, j'ai pas du tout contacté la famille de Son Ki-shung. Et pour tout vous dire, je lui ai inventé une famille. C'est-à-dire, je crois savoir qu'il était marié parce que j'avais vu sur une photo qu'il était accompagné d'une jeune femme à Berlin. Donc voilà, je ne sais pas s'il avait des enfants. Je sais qu'il est mort plutôt récemment, puisqu'il est mort en 2002, à 90 ans. Je lui ai inventé peut-être un frère. Je ne sais pas s'il avait un frère. C'est au fur et à mesure de l'écriture, j'ai compris que j'avais besoin d'avoir une famille, j'avais besoin de faire vivre d'autres personnages. Donc un frère aîné qui avait... Pour ça, cette scène d'ouverture où c'est le frère aîné qui est... Son Ki-shung n'a que 7 ans, donc... parce que il fallait, voilà, je reviens à votre première question, c'est-à-dire que il fallait que je l'ancre, ce livre, dans la réalité historique de la Corée. Et tout de suite, j'ai fait donc des lectures et j'ai remarqué qu'il y avait une date importante pour les Coréens, qui était 1919, qui a été vraiment le seul moment où ils se sont rebellés contre le Japon. Donc là, il y avait matière à mettre en scène, à orchestrer cette rébellion sous diverses formes.
qui est toute la longue scène d'ouverture du roman. Mais j'ai vu tout de suite qu'il était né en 1912, donc il n'avait que 7 ans, donc pour se rebeller lui-même, c'était un peu tôt quand même, à 7 ans. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, il faut lui inventer un frère qui a 5, 6, 7 ans de plus que lui. Et c'est de fil en aiguille, en fait, que les personnages sont arrivés. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, j'ai fait des lectures sur l'histoire de la Corée, ou la culture de la Corée, en me disant qu'est-ce qui va me permettre, qu'est-ce qui va me nourrir, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. En fait, j'ai fait un peu mon marché, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, dans le livre, il y a le professeur, qui est à la fois donc son professeur, son instituteur, et puis un peu son mentor, son coach, on dirait aujourd'hui, son entraîneur sportif, va lui enseigner une histoire sur l'origine de la Corée, une histoire mythologique, avec l'ours et le tigre. Et bon, cette histoire, je l'ai lue en lisant un livre sur la Corée, sur la culture, et je me suis tout de suite dit, tiens, elle est intéressante parce que la leçon, la morale de cette histoire se rapporte à la résistance, en fait, à l'obstination. Et pour moi, le marathon, c'est une histoire d'obstination, c'est vraiment le sport où compétition où il faut tenir le plus, où il faut être le plus résistant, et en même temps, toute l'histoire de Son Ki-chung était une histoire aussi d'obstination, d'entêtement, puisque je me suis dit, mais comment ce petit garçon qui est né au fin fond de la Corée est arrivé à Berlin sous les couleurs d'un pays étranger? Là, il y avait quelque chose, il y avait un pari, il y avait une transformation, il y avait une métamorphose qui me semblait extraordinaire. Donc il fallait des qualités comme ça d'entêtement, d'acharnement, de rage, et qui allait bien aussi avec finalement ce qu'il allait incarner, c'est-à-dire aussi la résistance à un pays envahisseur. Donc cette histoire-là mythologique du l'ours et du tigre, dont la morale est l'opiniâtreté, l'obstinence, l'obsession et l'obstination, ça oui, je me suis dit tiens, ça je vais l'utiliser, puis je vais la mettre en scène avec un récit avec le prof et son élève. Donc voilà, j'ai glané ici et là des petits éléments. Je connaissais voilà, je l'ai beaucoup dit une histoire, je connaissais les rapports entre le Japon et la Corée, les camps de concentration, les déportations auxquelles s'étaient livrés aussi les Japonais à l'égard des Coréens. Et puis, il y a un moment, j'étais ami avec un homme qui était un spécialiste de l'histoire des marathons, qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a travaillé à l'agence France Presse, qui s'occupe du sport, et qui a rencontré Son Ki-chung en 1988, lorsque Son Ki-chung a allumé la flamme olympique lors des Jeux à Séoul. Et je le connaissais, je lui en ai parlé de Son Ki-chung, et il m'a dit, mais en fait, j'ai ses mémoires. Ah, j'ai dit, très intéressant, envoyez-les-moi, c'est possible. Donc il me les envoie, et puis, bon, moi je lis pas le coréen, et je lis tellement pas le coréen que quand je vais porter ce livre pour trouver un interprète en coréen à l'église coréenne de Paris, on me sourit, on me dit, mais monsieur, c'est pas du coréen, c'est du japonais. Alors là, je suis très embêté, je dis, bon, excusez-moi, donc je vais essayer de trouver un japonais pour traduire ces mémoires. Et le livre est tellement, je crois, assez anti-japonais que même parmi la jeune génération, des gens de 30, 40 ans, j'essaie auprès de personnes qui refusent de me traduire. Parce qu'il y a comme ça encore un sentiment fort nationaliste chez les Japonais et que cette histoire est mal digérée. Le Japon n'a pas formulé des excuses officielles auprès de la Corée. Tout ça est compliqué. Mais j'insiste et on me raconte 2, 3 petites... je pose des questions, je dis mais qu'est-ce qu'il fait pendant la guerre, la Seconde Guerre? Et là on me dit mais il recrute des soldats coréens sous les ordres des Japonais, parce qu'on utilise son prestige auprès des Coréens. Et ça m'a donné une direction, ça m'a donné brusquement plusieurs chapitres. Je me suis dit, voilà,
c'est en même temps embarrassant parce que ça en fait une sorte de collaborateur, et en même temps je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'avais lu, on a quelques éléments biographiques sur lui, et on sait qu'il a été le premier porteur du drapeau sud-coréen en 48, après la guerre. Donc s'il a fait ça, c'est que les Sud-Coréens considéraient qu'il était un héros. Donc il ne pouvait pas être complètement un collaborateur. Donc je me suis dit, tiens, il a dû à la fois être collaborateur et résistant. Et comme mon livre tourne toujours autour de la course, je me suis dit, ben, comment peut-il résister sinon en mettant ses qualités de coureur au service de la résistance. Voilà. J'ai bricolé, pour résumer ma réponse, en prenant à droite, à gauche, et puis en faisant un peu un puzzle entre des choses qui sont avérées, des petits éléments avérés, et puis en essayant d'inventer à partir de ces éléments. Avant le début du roman, il est fait mention d'une bande-son. Quel rôle a joué la musique dans votre écriture? Alors, je vais vous décevoir sur cette réponse. En fait, ça fait partie de la collection de cet éditeur, Sarbacane. Il demande toujours une bande-son. Donc, moi, je ne suis pas contrariant. Donc, je leur ai donné quelques morceaux qui semblaient, que j'ai pas forcément écoutés, mais qui, quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut faire penser à la course, au rythme, à quelque chose de répétitif. Voilà, donc ça allait de la musique de jazz comme le concerto de Köln de Keith Jarrett, à la musique classique comme une des dernières sonates de Beethoven, qui d'ailleurs est tellement moderne qu'elle annonce presque le jazz, à des chansons beaucoup plus récentes comme un groupe que j'aime beaucoup de jeunes niçois qui s'appelle Hyphen, et qui donne une énergie immense. Voilà, donc voilà. Mais je n'ai pas, ça n'a pas eu d'influence, si c'est votre question, sur l'écriture. Vous écrivez cette sensation de bondir pour voler au-dessus du sol, puis de retomber, puis de s'envoler à nouveau, à chaque foulée. Il lui semblait osciller entre la terre et le ciel. Il se sentait vivant. Vous retranscrivez parfaitement les émotions et sensations de course à pied et de dépassement de soi. Êtes-vous vous-même coureur de marathon? Bon, bah d'abord, merci beaucoup. Et puis, non, pas de marathon. J'ai jamais couru une marathon parce que j'ai quelques limites physiologiques. C'est-à-dire qu'au bout du 20e kilomètre, mon corps fait aïe et me dit stop. Et donc, je n'ai jamais été au-delà d'un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km. Quelques problèmes de nerfs sciatiques. Par contre, oui, je cours chaque matin 3 km. Ou partout où je vais, dans mon métier de reportage, j'emmène toujours une paire de tennis. Pour moi, c'est une manière de découvrir un nouveau lieu, une nouvelle ville. Je crois que je me suis mis à courir à 18-19 ans, un jour, lors d'un long voyage en Scandinavie. J'y trouve au-delà du bien-être qu'il procure, ce que je décris un peu dans le livre, c'est-à-dire la recherche d'un souffle qui soit autre que le souffle de la vie quotidienne. Je pense que c'est aussi un moment de liberté. On n'est jamais scotché quand on court, on est toujours finalement un peu plus loin, on est toujours ailleurs. On vole pas complètement, on est entre l'oiseau et la gravité, on retombe, faut toujours retomber, mais c'est un peu une métaphore, un symbole de notre vie, c'est-à-dire, vous savez, vous connaissez le mythe de Sisyphe, il faut toujours pousser le rocher qui redescend et le repousser, le faire remonter, donc c'est ça, il faut toujours renouveler l'effort, il faut toujours recommencer. La course, c'est pareil. Une fois qu'on a remis le pied sur le sol, on est entraîné, c'est-à-dire c'est peut-être pas forcément extrêmement l'effort est là à fournir, et en même temps on est entraîné par l'élan de ce qu'on a fait auparavant. C'est à la fois on capitalise, on a
on démarre pas de zéro, on a une vitesse d'avant, et puis voilà, on est porté vers la suite, il y a toujours à aller plus loin. J'ai eu une enfance, pour parler très brièvement de moi, assez enfermée, complètement enfermée, donc j'ai toujours rêvé beaucoup de sortir d'un espace clos. Donc la course est un moyen de s'évader, de s'échapper, d'échapper aussi, d'échapper aux autres, d'échapper au présent, d'échapper à l'espace, même tout en étant renvoyé à l'espace. Ça, la course concentre énormément de sensations, c'est une manière aussi de sentir son corps. En écrivant le livre, je voulais beaucoup essayer de rendre compte, c'est un des défis du livre, de rendre compte physiquement, physiologiquement de ce que c'est que de courir. Les nombreux dialogues donnent du rythme au texte et les pages se tournent du coup très vite. Est-ce que le choix d'écrire cette histoire pour les ados s'est imposé tout de suite à vous ? Oui, parce que en fait, même au départ, ayant été aussi à un moment, j'avais créé une maison d'édition avec le magazine Le Point, donc j'ai pu être éditeur. J'ai des idées de livres, de collections, et j'avais une idée de collection même pour les adolescents. On m'avait dit aussi, en rencontrant des libraires, j'avais discuté, j'avais dit, et si on faisait une collection à partir de destins exceptionnels, insolites, de sportifs ou sportives. Et on m'a dit oui, c'est une bonne idée, les jeunes font du sport, ça pourrait les intéresser aussi, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, de diverses manières, dans la pratique, à la télévision, voilà. Bon. Et donc au départ, c'était même une collection qui a failli se faire, et puis ça s'est pas fait, et donc j'ai décidé moi-même dans mon coin d'écrire ce livre. Et donc oui, il était conçu parce que disons les 2/3 du livre étaient vraiment avec une problématique, conçue avec une problématique, je pense, qui s'adresse aux adolescents, qui est ce roman d'apprentissage. Finalement, comment on découvre son don, comment on découvre son talent, comment on l'entretient, comment, malgré tout, malgré l'adversité, malgré les obstacles, malgré, ces obstacles historiques, comment on l'entretient, comment on le développe, et comment on arrive jusqu'à l'apogée, jusqu'au maximum de ce talent-là, et cette reconnaissance au moment là, en l'occurrence pour lui, au début de l'âge adulte. Donc ça couvre les 2/3 du livre. Après, il y avait tout un dernier tiers qui était sa vie d'adulte, où je voulais le suivre jusqu'à sa mort. Mais vraiment, la thématique était pour un public adolescent. Mais sur l'écriture, par ailleurs, pas plus que ça. Voilà, dans mes livres adultes, je fais aussi, il m'arrive de faire beaucoup de dialogue, donc j'ai pas tout révolutionné, tout bousculé du côté de l'écriture. J'ai pas pensé, j'ai pas visualisé plus que ça, ou réfléchi à chaque fois, est-ce que je suis dans une écriture entre guillemets jeunesse. Votre roman a-t-il été traduit au Japon ou en Corée ? Alors en Corée, il y a des... Non, au Japon, je ne sais pas si ils auraient très envie de traduire une histoire qui ne leur donne pas vraiment le beau rôle, et il faudrait vraiment qu'ils aient une grande ouverture d'esprit. En Corée, oui, il y a des pourparlers, des négociations pour qu'il y ait une traduction pour un personnage auquel ils ont déjà consacré un film, que j'ai pas vu, un film. Il est vraiment, comme je le dis à la fin, c'est une sorte de demi-dieu vivant, même s'il est mort, mais les demi-dieux sont presque éternels, donc il est très présent dans la mémoire collective coréenne. Il y a même une statue dans un parc à
Séoul, il y a des écoles qui portent son nom, il a beaucoup œuvré aussi, c'est important compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans les relations entre les deux Corées. Lui, c'est un homme de la Corée du Nord qui a vécu après la guerre en Corée du Sud, donc il incarne à la fois ces deux réalités. Et comme je raconte à la fin, de manière beaucoup plus récente, dans les années 90, il a œuvré pour l'existence d'une course qui relie les deux Corées. Donc voilà, vraiment, il symbolise un siècle d'histoire. Donc là-bas, peut-être ils sont intéressés par le regard décalé, on va dire, plus que décalé d'un occidental. Avez-vous un projet d'écriture en cours et de quoi avez-vous envie de parler dans votre prochain roman pour ados ? Alors, j'ai terminé un roman pour adultes, enfin un récit, je vais dire, plutôt pour adultes, qui m'a bien occupé pendant 1 an, qui est en fait, c'est toujours une question de mémoire. Là, je suis parti sur les traces d'un homme qui a été abattu pendant la guerre à Paris, dans la rue. C'est même le seul homme qui a été abattu pendant la guerre. Autant lors de la libération de Paris, il y a eu des centaines de morts, et il y a beaucoup de plaques commémoratives à Paris qui leur rendent hommage. Là, ce qui m'a intrigué, je suis parti parce qu'il était mort en pleine guerre, en 1943, et en plus il était yougoslave, il a un nom yougoslave. Et il est mort près de la Sorbonne, et il y a une plaque commémorative. Je suis parti juste de la plaque commémorative, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, je suis parti un peu comme avec Son Ki-chong, d'une énigme, d'une ignorance, de questions que je me posais. Et c'était une très très longue enquête, parce qu'il était vraiment un anonyme, il n'y avait apparemment rien sur lui. J'écris aussi en ce moment un livre sur d'histoire qui raconte la formation de la France. Voilà, comment depuis en 1000 ans, tous les pays, tous les petits comtés, toutes les provinces qui ont formé ces dizaines avant les départements, avant la Révolution, depuis l'an 1000 jusqu'à la Révolution, comment la France s'est formée par annexion, par l'achat, voilà, donc c'est des multiples petits chapitres. Et puis qu'est-ce que sur la jeunesse, j'hésite encore, j'ai pas encore de choix établi. C'est un livre, quand vous décidez, c'est comme un aimant. Au début, vous tournez autour de l'aimant, mais vous n'êtes pas assez encore attiré. Vous n'êtes pas scotché, aimanté. Et puis, à un moment, il y a une sorte de cristallisation qui opère, et à partir de là, plein d'éléments vont se mettre en place et être attirés par l'aimant. Je sais pas encore le sujet, mais ça ne saurait tarder. Dans tous les cas, on suivra attentivement vos futures publications, surtout pour les ados, en tout cas, si on a à venir. Parce que ce livre-là nous a vraiment beaucoup touchés. Donc, merci à vous, François-Guillaume Laurin, d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes nos questions cet après-midi. C'était très émouvant d'entendre ces voix. Très émouvant. Donc, je rappelle aux auditeurs que votre roman « Le garçon qui courait » est publié aux éditions Sarbacane et qu'il est bien sûr disponible à la médiathèque ou en librairie. Alors, courez vite découvrir ce roman historique captivant et passionnant qui mêle l'histoire et le sport. Donc, on vous dit au revoir et on vous enverra prochainement toutes les photographies. Comme ça, vous pourrez mettre des visages sur les voix. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah, yeah, yeah.